Prochain présentateur, François Canel. C'est un titre de conférence, c'est traceur astronomique de Pentax. Il va vous expliquer ça. C'est un petit accessoire qu'on met en piggyback sur l'appareil photo, muni d'une téléphoto puis lentille ordinaire, qui fait de l'autoguidage, mais pas de la manière comme on le fait habituellement sur le pôle Nord CDS. Il va vous expliquer ça. Merci Denis de m'avoir invité à présenter le petit traceur astronomique que j'ai eu l'occasion d'utiliser pendant la dernière année. Ma présentation aujourd'hui, le traceur astronomique, gadget ou bijou de l'électronique. Autrement dit, est-ce que ça marche vraiment, ça? Ou si c'est plus un coup de publicité de la part de Pentax, là? De quoi ça a l'air, ma présentation? On va commencer par décrire le module. On va regarder l'opération du traceur astronomique. On va regarder quelques résultats d'essais. On va discuter de ces résultats-là. On va en tirer quelques conclusions. Et j'ai inclus à la fin deux petites slides sur quel matériel de Pentax là, fonctionne avec cette fonction-là. Le module GPS 1 de Pentax. En quoi ça retourne cette histoire-là? C'est tout simplement un module GPS, comme on peut installer sur une Canon, Nikon, toutes les compagnies ont leur GPS. On installe ça sur le dessus de l'appareil, comme ça, à la place du flash. Et dans le cas de Pentax, quand on ajoute ce GPS-là à l'appareil, ça nous donne des trois fonctions qui s'ajoutent à l'appareil. La fonction AstroTracer, traceur astronomique. La fonction Simple Navigation, c'est juste un go-to, pas vraiment d'intérêt. Et une fonction boussole électronique, là, notre écran LCD se change en boussole qui nous indique dans quel azimut on pointe notre caméra. Donc, nous autres, c'est la fonction traceur astronomique qui nous intéresse. Ça dit ici, en équipe avec le caméra, le système anti-bouger de la caméra, le traceur astronomique nous permet de prendre des photos très simples des corps célestes. Donc, on va voir en quoi ça retourne. Sur le site, la description du petit module, très simplement, l'information enregistrée, c'est un GPS. Donc, les EXIF de chaque image qu'on prend avec ça enregistrent la longitude, la latitude, l'altitude, l'heure en temps universel et la direction de prise de vue. C'est tout petit, je l'ai ici dans ma poche. C'est un GPS, c'est gros comme un carton d'allumette à peu près. C'est ça qu'on fixe sur le dessus de l'appareil. C'est très léger. Ça fonctionne avec une batterie AAA qui peut être alcaline, NiMH, lithium. Et le temps de... j'ai pris ça sur le site de Pentax comme tel. Les temps de durée de la batterie sont assez conservateurs. Moi, ça fait 1 an que je l'ai. J'ai passé une batterie lithium. J'en suis à ma 2e batterie, je ne l'ai pas encore fini. Le poids, c'est très léger, 50 grammes quand c'est juste l'unité. Et c'est 250 $ pour le GPS. Maintenant, la fonction traceur astronomique Pentax nous dit quel temps d'exposition on est capable de faire avec ça. Pentax nous dit que ça dépend de l'appareil qu'on a. Okay. Ici, si on a un KR qui est le modèle d'entrée de gamme, qui était le modèle d'entrée de gamme, c'est sorti en 2011, maintenant c'est le K50. Ou si on a un K5, les performances ne seront pas pareilles. Si on a une lentille, ça va dépendre aussi de la focale qu'on utilise, de 200 en bas de 50, et de l'endroit où on pointe dans le ciel. Si on pointe à l'équateur, les étoiles se déplacent plus vite, et le système a moins de jeu, ce qui fait qu'avec un appareil comme le KR, si j'ai une 200 mm puis que je pointe à l'équateur, Pentax me dit que j'ai 80 secondes de temps d'exposition maximale. Et avec un K5, je peux avoir jusqu'à 110 secondes à l'équateur avec une 200. Pourquoi cette différence-là? Si on regarde un peu comment ça fonctionne, ça c'est un capteur d'une caméra Pentax. On peut voir que le système ici, le capteur, il est maintenu en place. En fait, on ne les voit pas, sont en arrière. Il y a 4 électroaimants qui tiennent le capteur en place, qui permettent de le bouger en X, en Y et aussi en rotation. On voit que le capteur n'est pas d'équerre dans le cadre. Et la différence entre les appareils moins chers de Pentax, le K30 ou le K50, et les plus chers comme le K5, le K3, c'est que le jeu autour du capteur est plus grand dans le cas des K5 et des K3. Donc, comme on est capable de bouger
en X, en Y et en rotation, ben, l'appareil est capable de compenser, à mesure que les étoiles se déplacent de l'est vers l'ouest, le capteur, lui, se déplace de l'ouest vers l'est, dans le sens contraire. Donc, c'est comme ça qu'il est capable de suivre les étoiles. Et là, ben, ma caméra simplifiée ici est bien au niveau, mais ça va marcher qu'elle soit horizontale, portrait à 45, le petit ordinateur là-dedans, il calcule le mouvement à donner au capteur, peu importe l'orientation de la caméra. Donc, la grosse implication de ça, c'est qu'on n'a pas de monture équatoriale, pas en tout. Ça, c'est une petite monture que je m'étais faite dans les années 80. J'ai passé des heures, l'œil collé à l'oculaire, réticulé, essayer de suivre en tournant la petite manivelle qu'il y a là. Bien, ce temps-là, c'est fini. Maintenant, on installe la caméra directement sur le trépied. Okay? Fait que toutes les photos que vous allez voir, c'est des photos d'une caméra sur un trépied fixe, avec le GPS ici sur le top. Comment que ça fonctionne, là, pratico-pratique, vite, vite? Ça, c'est le menu traceur astronomique de la caméra K30. Il y a juste 5 éléments là-dedans. Quand on veut utiliser pour la première fois, il faut venir ici et dire que quand on met l'appareil en pose B, on veut que ça soit le traceur astronomique qui embarque et non pas la pose B ordinaire. Une fois que c'est fait, c'est fait. Après ça, ici, étalonnage précis. Il faut faire un reset, les accéléromètres, pour qu'ils sachent, pour savoir où ils sont dans l'espace. Avant l'utilisation, il faut faire un étalonnage précis, c'est ici qu'on vient de faire. Exposition minutée, c'est tout simplement la caméra nous offre de minuter l'exposition à notre place, donc on dit oui, on laisse ça à on. On peut venir ici déterminer la durée de l'exposition, ici c'est 1 minute 30. Et la dernière option ici de ce menu-là, c'est les indicateurs GPS, du LED du GPS. On les met à off pour ne pas être trop dérangé par la lumière pendant qu'il fait noir. Si on regarde l'étalonnage précis, quand on clique là-dessus, nous apparaît cet écran-là qui nous invite là, à tourner l'appareil dans chacune des 3 directions en veillant à ce que la rotation soit supérieure à 180 degrés. Donc, je fais juste prendre mon appareil, je pèse sur calibration précise, je le tourne dans tous les axes. Et puis, quand l'appareil a jugé que le reset avait été fait suffisamment bien, il nous fait apparaître un petit écran qui nous dit l'étalonnage est complet, c'est fini. Et ça y est, je suis prêt à prendre des photos. J'ai juste à tourner l'appareil, mettre l'appareil en mode pose B. Le petit écran traceur astronomique apparaît et l'écran principal ici nous apparaît, puis on sait qu'on peut prendre une photo, que le traceur marche bien. Quand on voit le petit icône traceur astronomique en haut à gauche, là, évidemment, j'ai fait ça en dedans, il faisait trop froid ce soir-là pour que je le sorte, là, quand j'ai pris cette photo-là. Fait que ici, le petit indicateur de GPS, il est rouge, mais quand on est dehors, il vient vert assez vite. On attend, on n'oublie pas de mettre l'appareil en mode manuel, focus manuel, parce que sinon il va attendre une confirmation de focus qui ne viendra jamais dans le noir. On revoit notre temps d'exposition qu'on avait tantôt, et il y a le petit icône qui est là, nous dit qu'on n'est pas obligé de retourner dans le menu à chaque fois. La molette avant de l'appareil permet de régler cette valeur-là. Donc on peut jouer avec l'exposition directement à partir de l'appareil. Et on peut faire la même chose avec l'ouverture. Et il y a un petit rappel, une petite icône qui nous rappelle qu'il y a le bouton vert qu'il y a sur le dessus qui nous permet, si on veut, je ne l'ai jamais vraiment utilisé, on peut mettre la minuterie à off. Puis à ce moment-là, on a un traceur astronomique avec une pose B ordinaire qu'on minute nous autres mêmes. Là, si on veut faire 35 secondes au lieu de 30 secondes, on peut le faire. Ensuite de ça, les résultats, quelques mots concernant l'appareil avant ça. Le K30 que j'utilise, utilise un capteur CMOS 16 mégapixels, c'est le Sony Exmor IMX071 qui a été récupéré. Quand on tape ça sur Google, là, le Nikon D7000, le Leica X2, le Sony Alpha 55, il a été récupéré dans beaucoup d'autres boîtiers. C'est un format APS-C, pratiquement 24 par 16 mm. Ce qui donne un facteur de conversion 35 mm 1.5 et des pixels de 4,8 microns.
Concernant le post-traitement, là, moi, je suis vraiment en photo astronomique. Là, je fonctionne avec les moyens du bord. Je n'ai rien vraiment acheté de particulier pour faire de la photo astronomique. Donc, j'utilise les logiciels gratuits Deep Sky Stacker pour empiler les images quand j'ai de l'empilement à faire. J'essaye de réduire les gradients avec Iris, là, la fonction automatique dans Iris. Des fois, ça marche super bien. Des fois, ça marche moins bien. Je retourne après ça dans Photoshop Element 11, tout simplement. Jouer avec les niveaux, les courbes, les densités. J'ai une couple d'éléments de topaz. J'ai la petite fonction Denoise, Adjust, Clarity, Detail, qui m'aide à sortir un peu de détails des nébuleuses quand j'en ai besoin. Donc, la première fois que j'ai sorti mon appareil, j'ai dit, je vais essayer ça. Je voyais Vega qui se couchait dans la derrière dans ma cour. Moi, je reste à Montréal. Le ciel est pas propice du tout, là, mais ça, Vega, ça marchait. Le traceur à off, 30 secondes avec une 135 mm. Je dis, OK, on va mettre le traceur à on, qu'est-ce que ça va donner? Et miracle, Vega est arrêté dans sa course. Fait que, bon, j'étais bien content. Mais là, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec une 135, 30 secondes, qu'est-ce que ça donne? Bien, sur l'Amérique du Nord, 30 secondes, c'est juste assez pour aller la chercher. Donc ça, c'est une 135 2.8, 30 secondes à ISO 2500. On travaille avec des temps de pause courts, on essaye de monter la sensibilité un peu, mais si on est capable d'en faire une, on est capable d'en faire 10. Fait que 10-30 secondes, empilé avec Deep Sky Stacker, c'est pas pire. La 135, je dis, ben là, théoriquement, je serais capable d'aller plus loin que ça. J'ai essayé 60 secondes, ça marche-tu? Oui, ça marche. Les 60 secondes avec la 135, ça marche très bien. Mais la 135, là, je commençais à trouver que, il y avait un peu trop des halos, les aberrations chromatiques. Fait que j'ai essayé avec une 200 F4 que j'ai sur Andromède. Et puis, elle a un petit peu moins d'aberrations chromatiques. Ça, c'est... puis là, ben, j'étais dans un ciel plus noir. Là, je me suis amusé. J'ai fait 21 pauses de 40 secondes. Avec la 200, je ne suis pas capable de me rendre à 60 secondes. Il y en a qui sont capables. Moi, 40 secondes, ça marche bien, mais 60, ça marche rarement. J'ai essayé aussi Andromède, la nébuleuse d'Orion. Là, j'avais de la misère avec le centre un peu pour pas que ça soit trop exposé. J'ai fait des petites pauses de 10 secondes à ISO 2000. Ça a quand même bien marché. J'ai dit, si on regarde dans le détail, j'étais en camping au printemps, j'ai dit qu'il n'y a à peu près rien dans le ciel. Je voyais M13 qui s'en venait. J'ai dit, je vais prendre quelques petites pauses. J'ai fait 4 petites pauses de 20 secondes tout simplement. Puis là, j'ai zoomé au bout, j'ai croppé au bout de ma photo. Puis juste pour voir la résolution un peu. Puis écoute, on voit M13 pas pire résolu. Puis on voit la petite galaxie à côté qui est de magnitude 12.3. Oui, magnitude 12.3, à peu près 2.5 minutes d'arc par 1.5 minutes d'arc. Fait que je dis, bon, ben, c'est pas pire, on s'en vient, on a quelque chose là. M33. Ici, 9 pauses de 40 secondes, avec un suivi qui a été pas pire là-dessus. Évidemment, j'ai dit, ben, j'ai pas juste une 200, je vais essayer aussi avec la 28 mm que j'ai, voir les plus grands champs. Fait que ça, c'est une pause à la 28 de 60 secondes, ISO 2500. On voit un petit peu, c'est les Gémeaux, Orion, le cocher. Puis, pause de 60 secondes, c'est facile. J'ai dit, on va essayer de voir si on est capable de faire une petite panoramique de tout ça. Donc là, j'ai pris 3 pauses avec ma 28, des pauses de 60 secondes, ISO 2500. J'étais dans un coin où dans ce coin-là, il y avait un peu de pollution lumineuse, fait que j'ai pas été plus loin que ça parce que je voulais pas blaster trop. Mais on voit quand même, ça a quand même bien fait ressortir la Voie lactée. On voit la Californie, on voit les Pléiades un peu bleues. Puis là, en me revirant de bord, ben là, il y avait le signe qui était en train de redescendre du zénith. Donc ça, c'est 2 photos. Là, j'ai monté ça à 90 secondes. F2.8, la 28, ISO 2500. Donc, dans Photoshop Element, il y a
un petit programme qui vient avec, là, qui s'appelle PhotoMerge. Tu lui pitches n'importe quoi, puis lui, il s'arrange avec. Là, il fait s'il y a des différences à cause du vignetting, là, il ajuste tout ça. C'est vraiment rien, on n'a pas besoin de rien dire, il s'occupe de ça tout seul. Après ça, j'ai dit, j'ai ma 50, j'ai une 50 1.4, qui n'est pas très bonne à 1.4, mais si on la ferme un peu, on est capable d'avoir des étoiles pas pire précises là-dessus. Donc, oui, c'est ça, on peut voir les voiles. C'est pas comme une Canon défiltrée, là. On ne voit pas autant de nébulosité. Mais une pause de 90 secondes avec la 50. Les étoiles sont pas pire bien suivies. Et puis, en grossissant le petit coin qu'il y a là, on peut voir la 50 fermée à F2. Les aberrations chromatiques sont quand même pas pire sous contrôle. C'est très acceptable. Donc ça, c'est une petite lentille que je me suis dit, tiens, je vais avoir du fun avec ça. Là, c'est une panoramique 4 photos de Cassiope. On peut voir un peu, il y a la Modub, il y a la Pacman, et la Pacman est ici. On peut voir une petite affaire de la nébuleuse là, qui a des noms bizarres, c'est des L quelque chose, ces nuages-là. Et il y a Heart and Soul un petit peu qui apparaît. Pour faire ressortir, ça c'était des poses, attendez un petit peu. C'est 4 photos à la 50 mm, des poses de 90 secondes, ISO 2500. Pour faire ressortir un peu les nébuleuses, c'est un petit peu limite. Il y a dans Topaz Adjust, il y a un outil qui s'appelle Adaptative Exposure. Ça, c'est un slider, ça va de 0 à 1. D'habitude, j'essaye de ne pas trop dépasser 0.25, 0.30, mais là-dessus, je devais être à 0.70 à peu près. Là. Ça fait vraiment ressortir les petites nébuleuses faibles, là, au prix, évidemment, de dégrader un peu la qualité de l'image. Mais j'étais quand même pas mal surpris. J'avais jamais, quand j'avais été avec ma petite manivelle, là, la monture que je vous montrais, j'avais jamais été capable de prendre des affaires comme ça aussi facilement. Aussi, quand on zoome dans le centre, Colin, le suivi n'était pas pire à 90 secondes, puis on peut voir aussi les tout petites nébuleuses ici autour de Gamma Cassiope. Fait que juste avec 90 secondes, on est capable de faire un peu de quoi. Pour éviter d'avoir à trop tweaker un petit peu l'image comme ça, ici, c'est des pauses de 60 secondes. J'ai fait un petit stack de 4 fois 60 secondes. On est dans CFE. C'est la nébuleuse ici, là, IC 1396. Avec l'étoile, le Garnet Star, le MUCF. Et puis là, cette partie-là de la Voie lactée, là, je ne la connaissais pas, mais la photo, j'étais bien content de ma 50. On voit un paquet de petites nébuleuses sombres dans la Voie lactée. Ça ressort finalement pas pire. 4 pauses de 60 secondes. J'essayais, évidemment, c'était des essais que je faisais. C'est sûr que là, mes prochains coups, là, je vais essayer de stacker plus que ça encore là, pour être capable d'avoir encore plus de qualité d'image pour les agrandissements. Ouais, puis c'est ça, le suivi était vraiment bon là-dessus. Donc, je suis retourné voir avec ma 50 les Pléiades et la nébuleuse de la Californie. Et puis, ça, c'est... j'ai fait 2 pauses de 90 secondes. Après ça, j'ai dit, attends un petit peu, là, le signe est encore en train de descendre, je vais retourner vers le signe. Et là, après ça, je suis revenu, puis j'ai fait 8 pauses de 60 secondes, peut-être 1 heure plus tard, quand ça avait monté un peu. Et puis, j'ai vu que ça avait fait une petite affaire. Si on regarde, on zoome comme il faut, les pauses, les étoiles étaient bien rondes, mais sur l'image finale, stackée, il y a un petit filet. Puis j'ai regardé les pauses, puis je me disais, voyons, c'est pourtant pas très filé. C'est parce que c'est pas sur une monture équatoriale. Hein? Fait que quand on revient, si on n'est pas exactement tout à fait dans le même champ, il y a un décalage d'une image à l'autre. Deep Sky Stacker n'a pas de misère avec ça. Il va retrouver les étoiles, puis il va les enligner. Sauf qu'avec une 50 mm puis une 28, il peut avoir un peu de distorsion dans la caméra.
qui fait que quand on essaye d'empiler deux images qui n'étaient pas exactement alignées, ben, l'étoile était sur les deux photos n'était pas exactement à la même distance angulaire que du centre. Fait que c'est pour ça que ça a causé un petit filet ici. Fait que c'est quelque chose à penser quand on prend des photos comme ça. Il faut vraiment essayer quand même d'être dans le champ le plus... essayer de prendre le même champ exactement entre chaque photo. Bon, fait que ça c'est pour les résultats. Les points forts de ça, ben, le premier point fort, c'est que j'ai été capable de réussir des photos à toutes les focales. Quand j'ai vu ça, moi, dans mon manuel de K30, traceur astronomique, j'étais bien sceptique. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais finalement, de 28 à 200 mm, j'ai été capable de faire des photos. Si on récapitule un peu les temps de pause que je suis capable de faire, que j'ai été capable de réussir, j'ai été capable de faire jusqu'à 3 minutes avec la 28 mm. J'ai été capable de faire 90 secondes avec la 50, 60 avec la 135, 40 avec la 200. Il y a des gens qui sur Internet, on voit, sont capables de faire beaucoup plus. Il y a un gars en Australie avec sa 135, il fait des 2 minutes régulièrement, lui. Pourquoi qu'il y a une différence comme ça, je ne le sais pas. On va jaser de ça un petit peu plus, ça, mais ça, moi, je pense que moi, si j'ai été capable de faire ça, n'importe qui est capable de faire ça. On est capable de voir des photos plus longues. Je vais vous montrer ici, il y a un petit exemple, deux petits exemples de photos. Ça, c'est un monsieur, Riccardo Castaldi, avec un Pentax K5, donc une caméra un petit peu plus chère. Puis un objectif aussi intéressant, le Tamron 70-200 f2.8, qui est utilisé à 200 mm f4. Une seule pause, 60 secondes. Fait que ça, c'est sur trépied fixe. Hein, on arrive, on s'installe, clic, c'est vraiment rapide comme setup. Le suivi à 60 secondes est pas mal parfait. Là. Quand on regarde exactement les étoiles, c'est peut-être pas exactement rond, mais c'est vraiment pas pire. Ce monsieur-là me dit, lui, une pause comme ça, il faut qu'il prenne 3-4 photos, puis 60 secondes avec sa 200, il est capable d'aller la chercher. Celle-là est un peu particulière pour 3 raisons. Ce n'est pas une grande photo de la nébuleuse d'Orion, on s'entend. Mais celui qui a fait ça, Jody Roberts, avec un Pentax K30 comme le mien, c'est pas un astronome amateur plus que ça, lui-là. C'est parce qu'il voyait, sur Pentax Forum, c'est là qu'on jase beaucoup au GPS1. Puis lui, il a dit, ben je l'ai, moi. Puis il dit, je vois le monde qui sont capables de faire ça. Fait qu'il dit, je vais m'essayer, moi aussi. Puis, fait qu'il n'est pas astronome amateur, puis il est capable de faire une photo comme ça. Deuxième chose, c'est qu'il l'a mis à 300 mm. Il a fait une pause de 60 secondes avec une 300 mm. Et puis, ben, le suivi n'est pas là, vraiment, on peut voir les filets d'étoiles, mais ça montre que, Caroline, avec la 300, on serait capable de faire quelque chose aussi. Et puis, l'autre chose qui est particulière à propos de cette photo-là, c'est qu'elle a été faite sans trépied. OK. Le producteur était, il est dans le Maine, lui. Ça ressemble un peu à Port-au-Saumon. Il y a des roches partout. Il a installé sa caméra sur une roche. Puis, il a parti ça pour 60 secondes, puis ça a marché. Fait que ça montre un peu la souplesse d'utilisation de cette affaire-là. Non seulement on n'a pas de monture, mais en plus, on est capable pas de trépied. Si on continue les points forts que je trouve, moi, bien évidemment, c'est la portabilité extrême du système. Là, je vous montre à côté. Là, ça, c'est mon petit trépied. C'est un petit trépied qui rentre dans un sac photo. C'est à peu près grand comme ça. Une fois tout déplié, ça vient à peu près 4 pieds de haut. Là. Fait que ça, je suis capable de traîner ça partout. Là. Je suis capable de mettre ça quasiment dans mes poches. Là. Puis ce petit trépied-là est assez fort pour tenir la 135 sans problème. Là, j'ai mis la 50, la 28 en dessous, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc, c'est vraiment un système pratique parce que c'est très rapide d'installation. On n'a pas de mise en station à faire. La polaire, on s'en fout. Où est-ce qu'elle est? C'est simple d'utilisation. On installe ça, on prend une photo, il nous minute ça lui-même, pas besoin de se badrer du temps.
Les points forts encore, ben, fonctionnent par temps très froid. La nébuleuse d'Orion, il faisait moins 25. Fait que je suis sorti du chalet pendant à peu près 10 minutes, j'ai fait la Orion, je suis revenu. J'ai même pas eu le temps de me geler les doigts. Puis aucun problème. Puis c'est ou très humide, des fois, là, comme l'automne, de la rosée se déposait dessus. Le K30, l'OGPS1, c'est tout weather resistant. Ça veut dire qu'il y a des joints d'étanchéité qui font que l'humidité ne peut pas rentrer. La date et l'heure sont très précises. Sur nos photos, on a l'heure du GPS. Fait que c'est précis. C'est quoi? C'est précis à fraction de seconde près, cette heure-là. Pour l'astronomie, ça peut peut-être être pratique, peut-être des photos d'astéroïdes. Tu sais exactement à l'heure et à la position où tu étais. La grosseur de la lentille est limitée par le poids que peut prendre le trépied. Donc, l'utilisation de lentilles lourdes est possible, comme une 300 2.8 ou même une 500 mm. Moi, l'éclicse de lune du mois d'avril, je voulais sortir ma 500 pour l'essayer. Je suis sûr que j'aurais été capable de guider 10 secondes. Fait que prendre une photo à ISO 100, 200 de la lune, mais c'était nuageux, fait que je n'ai pas pu. Mais pour vous montrer qu'une 300 2.8, c'est pas nécessairement exagéré. Ça, c'est une photo que j'ai prise. C'est un monsieur qui s'appelle Stéphane Poirier. C'est un photographe amateur, un astronome amateur. Il a fait ça avec une K5 et une Sigma 300 f2.8. Il a empilé 15 poses de 20 secondes. Et puis, on a Andromède là-dessus, là, mon Dieu, comme... vous comparez cette image-là, je disais ça tantôt, à la M31 qui est dans l'Atlas of Deep Sky Splendors de Hans Fehrenberg. Là. Il a fait cette image-là, lui, avec une caméra Schmidt de 12 pouces, 1 mètre de focale, 1 heure de pause sur du HP5. Puis ça, Caroline, c'est plus précis. On voit plus d'étoiles, plus de résolution, plus de tout. Les points faibles. La difficulté avec ce système-là, ben, c'est évidemment qu'on est obligé de travailler avec des temps de pause limités, on est obligé de monter les ISO un peu. Les capteurs aujourd'hui s'en tirent un petit peu mieux quand même. Au-delà, le gros problème, par exemple, c'est au-delà de 55 d'altitude, la boussole devient moins précise, ce qui fait que là, on perd un petit peu de guidage, de précision dans le guidage, surtout avec la 135 et la 200. Avec la 50, je n'ai pas eu de problème pantoute. Mais quand on monte au-dessus de, mettons, à 60-70 degrés, là, on voit que la boussole, quand on fait apparaître la boussole, à un moment donné, ça devient moins stable. On dirait que pourquoi il se repère moins facilement, je ne sais pas. Les performances ne sont pas constantes. Des fois, moi, il m'a donné le signal OK, je prends une série de photos, je prends 2-3 photos, Caroline, il y a des traînées. Ben, on est obligé de recommencer la calibration à ce moment-là. Puis c'est vraiment la calibration qui est essentielle pour avoir des photos précises. Sur les bonnes séries de photos, je vois que la précision, quand je compare avec ce que me donne un programme comme Carte du ciel, mettons, là, je suis capable de voir l'azimut d'où je pointais, ben, la boussole est précise facilement à 1,5 degré sur les bonnes séries. Puis quand les mauvaises séries, là, tu regardes, là, tu compares, puis tu vois que la boussole était off de 10 degrés. Fait que là, ça ne marchait pas. Donc, pour attention aux interférences magnétiques, le métal, hein, c'est une boussole magnétique. Donc, pour vraiment faire une bonne calibration, Pentax nous dit pas bouger la caméra latéralement quand on fait la calibration. Il faut éviter, il faut vraiment qu'on ne fasse que des mouvements de rotation. Pas déplacer la caméra de haut en bas ou quelque chose. Juste vraiment donner des mouvements de rotation dans les 3 axes. Si la calibration échoue, comme quand je vois des traînées ces étoiles, il suggère de changer de direction. Si je regardais par là quand je faisais ma calibration, ben, essayer de regarder à 90 degrés. C'est un petit peu ésotérique, là, on ne sait pas exactement pourquoi, là, mais ça marche. Éviter de calibrer de près des champs électromagnétiques ou à l'intérieur d'un bâtiment, parce que là, la calibration peut être moins bonne à ce moment-là. Conclusion, ben, Pentax, je trouve, a réussi à mettre au point un système vraiment peu coûteux, peu encombrant, permet de prendre très simplement des photos astronomiques. Le traceur astronomique a permis de prolonger de 10 à 20 fois les temps de pause d'une caméra posée sur un trépied fixe comparé à 400 sur F. Hein. Quand on est juste sur trépied fixe, normalement, si j'ai une 200, 400 sur 200, ça me donne 2 secondes d'exposition. Fait que, on est capable de faire beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est pour qui?
Monsieur, madame, tout le monde, ça c'est vraiment n'importe qui. Là, sur les forums Pentax, on voit là, que justement n'importe qui est capable de faire des photos astronomiques avec ça. C'est parfait pour les astrophotographes occasionnels un peu comme moi, ou pour prendre des photos là, où on ne peut pas amener de plus gros équipements. Quand on s'en va dans le sud avec la famille, là, c'est pas toujours facile de traîner même juste un trépied Manfrotto, c'est impossible. Là. Mais ça fit dans n'importe quel bagage à main sans problème. C'est excellent pour faire des starscapes. Ça permet, on peut déplacer. Quand on est sur trépied, là, vous voulez faire une photo, vous voyez la Voie lactée qui est super belle. Là. Vous pouvez prendre une photo juste de la Voie lactée. Il y a un petit arbre, il y a ci, il y a ça. Vous pouvez prendre des éléments de paysage. Vous pouvez déplacer le trépied. Vous n'avez pas de mise en station à faire. Là. Fait que vous pouvez vous promener et essayer d'inclure des éléments, d'enlever. Comme par exemple, donc cette photo-là vient d'un monsieur Mike Oria. Lui, c'est vraiment un photographe professionnel de San Francisco. Et puis, il n'est pas astronome amateur. Et puis, il a pris des photos, c'est une panoramique de 7 images. Donc, les étoiles, c'est des poses de 2 minutes et demie, avec une lentille 15 mm à f4. Et puis, il a pris l'avant-plan, il a exposé l'avant-plan pendant 8 minutes pour voir un peu de détails. Puis, il a mélangé les deux avec Photoshop. Matériel compatible. Pentax fait des K50, K5, K3, KS1. Plus intéressant, c'est probablement K50, K5. Ils ont le même capteur 16 mégapixels que j'ai. Ça donne des pixels un peu plus gros. Ceux-là, c'est des 20 mégapixels. C'est un pixel un peu plus petit. Puis sur l'usager, les K30, les KR sont aussi compatibles. Côté lentilles, Pentax, ce qu'il y a de pratique, c'est que vous pouvez avoir, évidemment, il y a des lentilles très chères, des bonnes lentilles à peau et tout ça, mais il y a aussi les Takumar que Thomas parlait sur eBay. Tout ça, c'est des lentilles qui ne sont pas très chères. Et il y a aussi de très bonnes Sigma. Moi, quand je vois les photos astronomiques faites avec cette lentille-là, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à voir. Donc, quelques petites références. J'attirerai votre attention sur la galerie de photos de Stéphane Poirier, celui qui a fait la Andromède. Là. Lui, il a commencé à mettre des photos de sa 300 sur Internet, mais toute cette galerie-là, c'est faite avec la 200 f2.8. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? La grosse différence avec une monture équatoriale de petite gamme comme la EQ1, versus le capteur qui grouille dans le fond de la caméra, là. Je veux dire, c'est la portabilité. Parce que le poids de l'EQ1, le prix d'une EQ1, c'est 100$. Oui, une Sky Tracker ou quelque chose, là, je ne sais pas, là, mais c'est ça, c'est la portabilité. Okay. Puis là, tu n'as pas de mise en station à faire. OK, parce que ouais, c'est ça. Parce que l'autre, tout ce que tu as à faire, c'est pointer ta parole comme du monde. Puis écoute, tu peux faire des 10 minutes. Oui. C'est ça qui arrive. Là. En tout cas, je ne sais pas, là, mais c'est sûr que tu n'as pas de trépied à traîner dans ton cas. C'est ça. Les pauses sont plus courtes. Le gros point, c'est ça. C'est la simplicité, la portabilité. C'est bon pour les comètes, ça. Comment? Les comètes, comme... Oui, quand on va sortir, il sait que 1396 comme ça, là, dans ses fils, c'est parce qu'on est capable d'aller chercher du détail un peu. Les voyages dans le sud aussi. Ta caméra est défiltrée? Les Pentax, je connais pas personne qui a défiltré sa Pentax. OK. Mais ça marcherait aussi si la caméra était défiltrée, c'est sûr. Parce que c'est juste tant qu'on ne joue pas avec le système anti-bouger qu'il y a dans la caméra. C'est probablement pour ça que le système laisse faire comme dans Canon ou d'autres... Oui, non, c'est pas commun un Pentax là, en astronomie autant que Canon. Là. Je sais qu'en Europe, il y a quelqu'un qui dit qu'il est capable de défiltrer n'importe quelle caméra. Il invite les gens à envoyer, que ce soit une Nikon, Canon, n'importe quoi. Il dit, envoyez-moi ça si vous voulez la défiltrer. Je vais vous le faire. Les vieux modèles de Pentax, ça fonctionne aussi? Non, c'est à partir de 2011. L'appareil, le GPS est sorti en 2011. Fait que toutes les caméras qui sont sorties après ça fonctionnent. Celles avant, non. Comme les dernières KX, K10, K20, K200, ça ne fonctionne pas. Mais K30, K50... Il y a la K500 aussi qui est plus disponible, là, qui est plus commercialisée, mais c'est vraiment la moins chère. Tout ce qui est sorti depuis 2011 est compatible. Merci François.